Bonjour et bienvenue dans ce webinaire organisé par la Chambre immobilière et par l'étude DSM Avocat à la Cour. Avant de vous présenter les différents intervenants que vous voyez déjà autour de la table, est-ce que vous pourriez me confirmer que vous nous entendez bien dans le chat, histoire de ne pas faire la même chose deux fois et d'être sûr que voilà, vous nous recevez bien? Oui, c'est parfait. Eh bien, écoutez, merci. Comme vous pouvez le voir, donc je suis avec du beau monde. Je vais commencer par le président de la Chambre immobilière, monsieur Jean-Paul Scheuren. Bonjour. On a également deux vice-présidents de la Chambre immobilière avec Paulo Madeira et Sandra Silva. Bonjour à vous. Bonjour. On a aussi monsieur Aldric Kuhn qui est advisor à la CLC. Bonjour Aldric. Bonjour. Et enfin, mon dirigeant, maître Mario Di Stefano, managing partner de l'étude DSM Avocat à la Cour. Bonjour Mario. Bonjour tout le monde. Voilà, donc pour les présentations, peut-être dire un mot rapide sur l'outil sur lequel vous êtes, Alstom. Vous commencez à en avoir l'habitude pour ceux qui participent au webinaire qu'on organise. C'est le troisième, si je ne dis pas de bêtises. Et alors, comme vous pouvez le voir, vous avez un onglet chat sur lequel vous pouvez échanger. Si vous êtes sur un ordinateur, en bas à droite de votre écran, vous avez un onglet questions. Vous pourrez poser vos questions pour la session de Q&A de tout à l'heure. C'est un onglet privé, donc vous voyez juste vos questions à vous et pas les questions des autres, si jamais. Voilà, si vous avez besoin d'une attestation de participation, vous recevrez un email à la suite avec mes coordonnées, on vous reviendra avec le document. Enfin, un mot sur la Chambre immobilière. C'est une fédération professionnelle qui compte plus de 300 membres même d'ailleurs, et qui existe depuis 1971. Elle représente les professionnels du secteur immobilier, dont les agents, les syndics et les promoteurs. Voilà, un mot concernant l'étude de DSM Avocat à la Cour. Donc DSM, c'est une étude d'avocat d'affaires full service indépendante fondée en 2004 par Maître Di Stefano et qui compte plus de 35 personnes, dont 22 avocats, ainsi qu'une expertise en droit immobilier notamment. Voilà, on va pouvoir commencer le webinaire. Au niveau du programme, on va commencer d'abord par une intervention de Maître Mario Di Stefano, justement sur questions choisies en matière de droit immobilier. Puis on aura Jean-Paul Scheuren qui nous parlera un petit peu du projet de bail à loyer. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais petite actualité du moment. Et voilà, Paul qui nous parlera aussi des questions énergétiques pour les immeubles. Et on finira donc par une session de Q&A, donc ça devrait nous emmener pour 6 heures environ, plus ou moins, soyons indulgents pour le temps. Voilà, je laisse la parole à Maître Mario Di Stefano et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous irez bien aussi après ce webinaire, quand on va quand même vous raconter un peu tout ce qui est dans le pipeline, pour choses auxquelles il faudra probablement s'habituer. Et donc, vous verrez que je vais passer, sur certains slides, je vais passer très vite parce que sinon on va en faire exploser le timing prévu. Et on va essayer de faire ça aussi un peu en mode interactif, donc de chaque fois s'arrêter un peu pour donner la possibilité aux professionnels du secteur de commenter peut-être certaines mesures législatives qui sont dans le pipeline. Et donc, bon, Maxime a déjà fait la présentation. Donc, on a plusieurs projets de loi. Donc, on a a priori 4 projets de loi, une petite référence à une jurisprudence récente qui intéressera ceux qui font des baux commerciaux et, last but not least, des questions que vous pourrez poser et auxquelles on répondra dans la mesure de nos compétences et du temps à disposition. Alors, le premier projet de loi, Maxime l'a dit, c'est le célèbre projet de loi 7242 qui va proposer une refonte totale et fondamentale du bail locatif. Et a priori, il y aura, l'idée c'est de limiter les prix du loyer, de limiter le loyer, et de favoriser ou respectivement réglementer la colocation et de manière générale de protéger les locataires. Alors, ce qui est important pour la pratique, c'est qu'il n'y aura plus de bail oral. Donc, il faudra forcément que le bail soit fait par écrit et qu'il comprenne un certain nombre de mentions. Et si on regarde dans capital investi, loyer en charge, montant des acomptes sur charge, la mention expresse que le loyer respecte le plafond légal, donc tout le monde devra faire l'exercice. Tous les bailleurs devront faire l'exercice d'être sûr de leur coût pour
fixer donc le plafond légal, donc ça dépendra effectivement du capital investi, et il faudra pratiquement pousser, disons, faut attirer l'attention du locataire sur la possibilité de saisir la commission des loyers si jamais il estime que les dispositions légales à venir n'auront pas été respectées. Donc, il faudra changer un peu d'habitude par rapport à la rédaction des baux logements. Et donc, le contrat de bail prorogé, il deviendra un bail à durée indéterminée. A priori, bon, il devrait y avoir plus de souplesse pour les deux parties, mais ce sera quand même relativement contraignant pour le bailleur qui, notamment, veut mettre un terme au bail. Donc, ce sera toujours aussi compliqué dans certaines situations. La définition du logement de luxe, elle devrait disparaître. Premièrement, motivation, c'est que bon, qu'est-ce qu'un logement de luxe? C'est une interprétation qui n'est pas toujours aisée, et que deuxièmement, il a été jugé que le maintien d'une telle notion n'a pas vraiment d'intérêt. Donc c'est quand même quelque chose qui aura une incidence assez fondamentale par rapport à un certain nombre de logements qui dorénavant ne pourront plus s'affranchir de certaines dispositions protectrices des locataires, même si on présente d'un logement de luxe très cher, très, très grand. Donc, tous les logements seront égaux devant la loi, disons-le comme ça. Autre mesure, donc les frais d'agent seront partagés dorénavant. La garantie locative plafonnée à 2 mois plutôt que 3. Adaptation du loyer au maximum tous les 2 ans. Donc, j'attends chaque fois au moins 2 ans pour pouvoir l'adapter. Et l'augmentation sera en théorie, en principe, limitée à 10% sous certaines réserves de calcul. La garantie locative, il y aura des normes spécifiques qui vont accélérer la restitution des garanties locatives avec des sanctions si on ne la restitue pas comme prévu par la loi. Il y aura plafonnement des montants des loyers pour les meubles dans les locations meublées. Et last but not least, et ça c'est un peu ce qui chagrine les investisseurs, chagrine les propriétaires, c'est un plafonnement de 3,5% du capital investi contre 5% jusqu'à présent, voire pour 3% pour les logements qui sont énergivores. Donc, on peut se poser la question, lorsque je suis en présence d'une inflation de 8%, est-ce que une limitation de 3%, est-ce que ce n'est pas vraiment, est-ce que ce n'est pas vraiment une sorte de expropriation à la douce, alors, la détermination du capital investi sur base de pièces justificatives ou sinon par expertise ou par forfait. Alors là, encore une fois, c'est une disposition qui fait beaucoup parler parce que pour les uns, ça va trop loin, pour les autres, ça va pas assez loin. Donc, j'ai l'impression qu'il y a personne qui est vraiment heureux avec ce projet de loi, mais pas pour les mêmes raisons. Alors, il y en a qui disent on n'en a pas besoin, il y en a d'autres qui disent il va trop loin. Et donc, il faudra des mentions obligatoires dans les nouveaux contrats de bail par rapport au capital investi. Donc, on va changer un peu d'habitude. Il y a également des dispositions relatives à la colocation, un pacte de colocation qui est prévu une solidarité pour le reste. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ce n'est pas ça qui va changer fondamentalement la donne du marché. Alors, les questions qu'on peut se poser par rapport à ce projet de loi, et là, j'ouvre un peu le micro aux autres intervenants ici. Donc, est-ce que c'est une réforme qui est contre-productive ou pas à un moment où le marché est déjà quasiment à l'arrêt? Ça décourage pas les investisseurs qui sont déjà un peu touchés par des modifications récentes, c'est-à-dire la limitation de la période d'amortissement accéléré. Il y a déjà des mesures qui ont touché l'application de la TVA à 17% sur les logements investis. Tout à fait. Je pense que nous sommes aujourd'hui dans une situation, dans une double situation. Nous avons des discussions qui se font dans le long terme, dans lesquelles cette loi s'inscrit. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation vraiment qu'on n'a plus connue depuis 30 ans,
au Luxembourg, dont un vrai arrêt au niveau de la demande de logement, avec un effet direct sur la production de logements, qui aura un effet direct sur la disponibilité des logements et dans le coût du logement. Donc, c'est vraiment, et ça, on l'a entendu dans tous les partis politiques. Ça a commencé avec le Premier ministre lors de sa déclaration de fin d'année, où il a dit que la loi vient à un moment totalement inopportun et que ce n'était pas vraiment le bon moment pour faire cette loi. On a entendu des partis de la coalition, même des partis du ministre qui ont dit, bon, pour l'instant, on ne va pas continuer à pousser cette loi. Et je pense qu'il est vraiment temps de prendre cette loi et de la mettre dans un tiroir bien au fond et de trouver des mesures plutôt d'urgence pour stimuler la construction, stimuler la demande au lieu de maintenant aller dans un sens contraire. Je crois, je voulais y arriver avec ma discussion, donc c'est vraiment une loi qui nous fera plus mal au niveau du message qui est véhiculé qu'au niveau de son réel contenu. Pourquoi maintenant abolir le logement de luxe dans un texte où on veut protéger les locataires? Tout le monde se pose cette question, mais bon, ça c'est une volonté du ministre. Maintenant, si on regarde les simulations, je vous invite tous à le faire. Faites des simulations avec vos locations. Vous avez un tableau qui calcule le capital investi. Il est à disposition sur le site du ministère du Logement. Faites des simulations et regardez et faites vous-même vos idées sur la réalité. On a bien baissé de 5% à 3,5%, mais on a totalement changé le système de calcul du capital investi. Donc, en fait, les bâtiments sont réévalués suivant l'indexation des coûts réels, de l'évolution réelle des coûts. Donc, vous avez des anciennes bâtisses qui vont avoir tendance avec les 3%, même d'avoir des loyers supérieurs à ce qu'ils auraient dans l'autre régime, de toute façon, dans l'autre régime, mais aussi par rapport aux loyers de marché que vous trouvez. Donc, c'est une question de savoir est-ce que ce n'est pas vraiment qu'on passe de 5 à 3,5, mais c'est le message qui a été entendu. Les gens lisent très souvent que le titre, alors ils ont peur et aujourd'hui, on a surtout une situation où l'investisseur, il faut le mettre en confiance, il ne faut surtout pas aller dans la situation où on lui donne encore déjà qu'il est en arrêt, qu'il s'est mis en repos, qu'on lui donne encore des raisons supplémentaires pour ne pas investir dans la pierre. Nous, le message vis-à-vis de la politique, c'est arrêter les messages négatifs, donner de confiance au marché pour que le marché puisse être redynamisé et que aussi des emplois dans l'artisanat puissent être sauvegardés, parce qu'on parle maintenant, si on parle de 1500 logements qui sont construits en moins, c'est plus ou moins 20 000 personnes qui sont concernées. Et bon, c'est évidemment une situation risque d'être dramatique en milieu d'année dans l'artisanat, évidemment aussi dans nos métiers. Oui, je pense que la question qu'on peut se poser jusqu'à maintenant, moi c'est mon impression en tant que praticien, il y a à tous les locataires, même s'ils ont l'impression que peut-être le loyer qu'ils paient ne correspond pas tout à fait à ce qui est prévu par la loi actuelle. Il y a vraiment pas tellement de locataires qui vont voir les commissions des loyers. Je pense qu'avec les nouvelles règles, effectivement, on risque d'avoir plus de litiges, on risque d'avoir plus d'appels à la commission des loyers, peut-être avec des résultats qui seraient peut-être pas ceux escomptés par les locataires également. Bon, le calcul, c'est quelque chose et l'expertise, c'est quelque chose. Bon, on verra où ça va nous mener. Mais j'ai vu des cas déjà dans le passé où la commission des loyers a finalement pas fixé le loyer au montant auquel s'attendait le locataire, ou bien au contraire, ça ne l'avantageait pas. On a déjà vu ça dans le passé. Et c'est clair que, alors pourquoi est-ce que je devrais investir dans l'immobilier avec cette limitation, dans une situation où l'inflation est effectivement nettement supérieure, où il y a d'autres mesures législatives qui vont également avoir un impact sur la capacité de construire, de financer, de mettre en route des projets, et avec d'autres produits d'investissement qui vont offrir un taux comparable, voire supérieur, peut-être avec moins de risques et moins de travail. Donc, ça risque effectivement d'avoir un impact sur la réaction des gens, et nous on le voit déjà dans nos métiers respectifs, je pense. Donc, ça risque de créer une raréfaction du produit. Après, il y a un autre problème. Si les investisseurs ne sont pas mis
en confiance. On parle toujours de spéculation. Il n'y a pas tous les investisseurs qui sont des gens qui font de la spéculation. Hein. Il y a des petits propriétaires qui investissent dans la pierre pour assurer leur pension, hein, pour mettre un métal. 90 ou même 95% de nos investisseurs, c'est des gens qui ont un ou deux logements. La moyenne détenue par des gens qui ont plus que le logement qu'ils occupent. Voilà, qui remboursent un financement. 5 logements. Donc, on ne parle pas ici on ne parle pas ici de grands spéculateurs sur l'immobilier. J'ai entendu ça récemment, quand on regarde sur tout le milieu associatif, ce qu'ils pensent, c'est que tous les gens achètent du logement de toute façon seulement pour la plus-value qu'il va produire. Bon, aujourd'hui, plus-value pour les prochains mois et prochaines années, il faut de toute façon pas donner trop de perspectives à l'acquéreur, mais bon, sur le long terme, évidemment, ça va reprendre, le marché va reprendre, on va se remettre en équilibre et on va continuer à avancer. Mais sur le court terme, je ne pense pas que c'est ça la logique de l'investisseur. Donc, cette réforme, elle a certains bons points, il faut le dire aussi. Bon, il y a quand même les marchands de sommeil qui vont être plus contrôlés. On va pouvoir activer sur le secteur, mais si on n'a pas de logement à produire, pour les gens qu'on veut sortir des cafés seulement, donc des chambres dans les cafés, disons, tous ceux qui sont mal entretenus ou c'est vraiment des conditions de logement qui ne sont pas sérieuses. On parlera encore brièvement de ce qui va venir en matière de registre des logements. Et donc, à ce niveau-là, je pense que cette loi-là, il faut... Surtout, vous avez la possibilité, les élections cette année, je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, n'hésitez pas à intervenir auprès des gens politiques que vous connaissez, des hommes politiques que vous connaissez pour leur dire que vraiment, c'est pas le moment et que vous êtes réellement, on est devant une crise de l'immobilier et qu'on doit absolument redynamiser le marché si on ne veut pas créer la catastrophe, aussi bien au niveau de la création du logement qu'aussi pour les secteurs économiques qui sont concernés par la création de logements. Voilà. Et après, c'est clair que si il n'y a pas d'investisseurs, on va construire moins. Et donc, ça aura un impact par ricochet sur tous les métiers de l'immobilier. Entreprises de construction, corps de métier, les architectes, les ingénieurs, etc., les agents, les notaires, les avocats, même si, bon, les avocats en général ont toujours du travail, parce qu'il y a plus de problèmes, on a plus de problèmes à résoudre, donc le travail sera différent, mais on aura du travail, mais il y a beaucoup d'acteurs du secteur immobilier qui vont effectivement en souffrir d'emploi. Ils vont souffrir. Et moi, effectivement, ce qu'on a déjà dit, c'est qu'il n'y a pas tous les gens qui investissent dans le logement, dans le logement locatif, c'est des grands investisseurs. On connaît beaucoup de gens, effectivement, qui ont 1, 2, 3 appartements qui sont loués. Et je pense que c'est très important pour le parc locatif. Je pense que Luxembourg, rappelons-le, Luxembourg a un quota de propriétaires très élevé, en comparaison d'autres pays européens. Et donc, vu qu'aujourd'hui, au vu des conditions de marché, l'accès au crédit est plus limité, l'accès à des logements devra peut-être passer par une augmentation du taux de logement locatif. Je sais pas. C'est tout à fait clair qu'il nous manque de logements locatifs. Et donc, il n'y a aucune raison pour justement... si on veut, dans la vie de l'homme politique, on est encore dans une situation d'il y a 2 ans, en disant oui, mais il n'y a pas assez de production de logements, enlevant tous les investisseurs du marché qui n'achètent plus, on va leur réduire l'amortissement accéléré, on va leur réduire les conditions d'accès, on va leur réduire la TVA, ou augmenter la TVA, on est passé de 3 à 17%, pour donner plus de place ou plus de logements aux primo-accédants, où on a même changé les conditions d'accès au crédit en disant que vous ne pouvez pas acheter un logement pour la location et cette règle existe toujours d'ailleurs, et pour l'instant elle serait bien d'être abolie, mais si vous devez apporter 20% en trésorerie pure, on ne peut pas apporter des garanties, vous devez apporter en trésorerie pure. 20% plus les frais d'acte. Plus les frais d'acte, quand vous êtes dans une situation où la classe moyenne est quasiment exclue du secteur de l'investissement, ce qui
c'est quand même la classe moyenne qui traditionnellement se construit son patrimoine de sauvegarde pour la pension, les revenus supplémentaires en pension, en créant du logement, et ça a toujours été une politique de faire. Donc aujourd'hui, il faut vraiment voir si un retournement de veste, bon, on en a vu certains ces derniers mois, il est vraiment temps maintenant et ça c'est à tout le gouvernement qu'il faut s'adresser, il est temps maintenant de reconnaître que la situation est différente d'il y a 2 ans ou d'il y a encore une année et qu'aujourd'hui il est important de redynamiser le marché. Alors, ça c'est le projet de loi 7242 qui traite donc la réforme du bail logement, mais ce n'est pas la seule mesure qui va impacter la pratique du marché immobilier. Il y a la réforme de l'impôt foncier. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'à la droite ici, vous voyez qu'il y a donc ce projet de loi est destiné à modifier toute une ribambelle de lois existantes, respectivement d'en abolir. Et donc, il y a plusieurs conclusions qu'on peut en tirer. Alors, le projet de loi, il repose déjà sur un accord de coalition qui remonte à 2018, qui veut contrecarrer la spéculation foncière, qui veut faire un lien donc, entre l'impôt foncier et la refonte des PAG, donc les PAG de nouvelle génération, et qui va complètement changer la donne et donner également, on verra ça ensemble avec un autre projet de loi, la possibilité de faire un recensement et une gestion centralisée des logements pour sanctionner tous ceux qui ne respecteront pas la loi et se donner les moyens de le faire. Et au niveau de la destination des immeubles, des logements, et également au niveau de leur utilisation. Donc, pour être très bref, parce que sinon on va dépasser le temps imparti, donc au Trimo, bon, il y aura un impôt foncier qui va augmenter. Il va augmenter tout simplement parce qu'il y aura une adaptation à l'évolution des prix, parce que pour l'instant, on est encore au niveau de 1942 sur une extrapolation, mais donc aujourd'hui, l'impôt foncier à Luxembourg, c'est quelque chose de plutôt négligeable comme charge sur les propriétaires ou les locataires, là où l'impôt foncier est supporté par les locataires, en matière commerciale, en matière bureau. Ensuite, il y a un impôt à la mobilisation de terrain. En clair, les terrains non construits, mais théoriquement constructibles, ils pourront être frappés ou seront frappés d'une imposition supplémentaire. Ensuite, il y a l'impôt sur la non-occupation de logement. Donc là aussi, le logement qui est vide, il sera taxé. Il y a une taxe supplémentaire qui pourrait être progressive et qui donc va donc frapper les propriétaires qui, sans raison valable, laissent leur logement vide. Alors, nous avions déjà la possibilité pour les communes de faire ça à niveau facultatif, que peu de communes en ont fait usage, parce qu'après, il faut le gérer aussi, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Et dorénavant, tout ça, ce sera un impôt obligatoire qui sera prélevé par l'État. Donc, on n'y échappera pas. Vous avez un simulateur qui, sur ce site du gouvernement, vous pouvez calculer votre impôt foncier. Donc, je ne vais pas encore essayer, je ne sais pas si ça fonctionne, comment ça fonctionne, mais je vais le faire après le webinaire. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, comment identifier les logements inoccupés? Parce qu'il y a eu quelques timides tentatives dans le passé d'agir contre les logements qui étaient affectés en bureau. Mais aujourd'hui, la problématique était toujours comment recenser, comment relever les logements inoccupés. Eh bien, il y a un autre projet de loi, le 8086, la création du registre national des bâtiments et des logements. Là aussi, très brièvement, l'idée, c'est de réformer l'impôt foncier, l'introduction sur l'impôt sur la non-occupation des logements. Donc, ça ne marchera pas sans qu'on ait effectivement les informations à la disposition des administrations de l'État, puisque ce sera un impôt élevé par l'État. Et donc, il faudra créer un registre pour recenser un peu tous les logements. Et donc, ce RNBL, ça, faut le voir en conjoncture donc, avec la réforme de l'impôt foncier. Alors, comment ça va marcher? Donc, dans un premier temps, il y aura un registre communal dans chaque commune.
hein. Donc, les communes vont devoir recenser les différents logements et ceux existants, mais également ceux qui sont autorisés, qui ne sont pas encore construits. Donc, grosso modo, la commune devra recenser l'existant et devra en même temps mettre à jour dans les 8 jours à partir de l'octroi de l'autorisation de construire. Donc, il y a une charge supplémentaire pour les communes, hein, pour s'attaquer à ça. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura dans ce registre communal? Alors, l'identificateur des bâtiments, des logements et les informations de référence. Alors, qu'est-ce que sont les informations de référence? C'est l'article 14 du projet de loi. Alors, il y aura la géolocalisation ou la référence cadastrale, la référence à l'adresse, le type et l'affectation. Donc, on verra concrètement alors quel est le type pour avoir également est-ce que ça coïncide avec la destination telle qu'elle est prévue dans le PAG, dans le PAP, donc là, une réglementation communale, le statut et les caractéristiques techniques. Bon, qu'est-ce que c'est les caractéristiques techniques? Avoir un règlement grand-ducal devra préciser ce détail, mais bon, il y a du travail sur la planche pour les communes, hein, parce que les caractéristiques techniques, bon, qu'est-ce que je dois relever? Il faudra voir dans quelle mesure, effectivement, cette charge pourra être digérée par les communes, mais bon, là, je sais pas, je ne suis pas vraiment, j'ai pas d'informations à ce niveau-là. Mais donc, et les sources de données, donc, alors, les communes devront parler à l'administration du cadastre topographie pour la géolocalisation. Ils devront puiser dans leur propre dossier d'autorisation de construire et des constats effectués lors de contrôles sur place. Donc, il faudra contrôler sur place pour voir un peu, alors ça part, ce qu'il est utilisé, comment il est utilisé. Donc, ça ira plus loin que probablement juste relever les compteurs électriques. Donc, c'est une charge quand même non négligeable. Ensuite, pour l'initialisation, c'est un peu les mêmes. C'est un peu les mêmes critères. Plus en cas numéro 4, hein, c'est donné à fournir par les propriétaires sur demande. Et bien sûr, les propriétaires pourront être sanctionnés s'ils ne répondent pas aux demandes de renseignements qui leur sont données. Alors, dans la loi, le projet de loi commence d'abord avec le registre national. Moi, j'ai commencé par le registre communal. Pourquoi? Parce que ensuite, tous les registres communaux, toutes ces informations, ils vont rentrer dans le registre national. Donc, il y aura un registre national qui va identifier donc chaque bâtiment, logement, et qui va avoir identification unique alphanumérique, donc un code pour chaque bâtiment et logement. Et donc, la mise à jour constante des données irrelatives et la préservation de l'historique de ces données conformément à l'article 1er et la centralisation au niveau national des registres communaux. Donc, tous ces registres communaux, ils seront centralisés, intégrés dans un registre national. Et donc les données d'information de référence, hein, telles qu'on a vu. Et donc, on va prendre toutes les données des registres communaux, des bâtiments, des logements, au sens de l'article 2 que nous avons déjà vu. Et donc, les communes sont responsables de toute donnée inscrite ou modifiée et de toute information communiquée au registre, ainsi que de la conformité aux pièces justificatives. Les communes sont encore responsables de toute donnée manquante susceptible de figurer dans le registre national. Donc voilà, on met quand même une responsabilité sur les communes pour aider à mettre à jour ce registre national par l'intermédiaire donc des registres au niveau communal. Donc voilà, tout ça, c'est une mécanique qui va faire du travail, c'est une mécanique aussi qui va permettre agir spécifiquement par rapport à des logements, des types de logements, parce qu'on aura quelque chose qu'on n'aura pas aujourd'hui, c'est vraiment ce recensement, cette identification, hein, c'est un peu comme le registre de la population, où il y a de plus en plus de données qui sont stockées, de plus en plus d'interactions entre différentes administrations qui peuvent exister au niveau de l'utilisation de ces données. Nous aurons ça également par rapport aux bâtiments et aux logements. Et on pourra constater quels sont les logements vides existants, on va pouvoir comparer au registre de la population et voir quels sont les logements effectivement déclarés qui sont
à déclarer comme vides. Ils sont vides. Mais bon, il faut dire aussi, aujourd'hui, on fait la politique du logement, c'est que c'est une politique prioritaire. On ne sait même pas combien de logements on a dans le pays. Donc, c'est quand même, je pense que le registre, d'un point de vue d'analyse et d'un point de vue savoir qu'est-ce qu'on a comme logement dans le pays pour pouvoir faire des politiques sérieuses, c'est quand même quelque chose qui devrait être logique aussi si on veut détecter la surpopulation dans le logement, etc. Je pense que ça, c'est quand même des outils dont les communes doivent pouvoir disposer pour pouvoir contrôler qui habite dans quel logement et ou au moins quelles personnes sont déclarées dans quel logement, etc. Aussi pour certaines pratiques qui sont quand même pas sérieuses, où on va donner des adresses fictives quelque part dans des logements en ville, parce que les gens ne peuvent pas être déclarés dans des logements des villes, dans d'autres communes, dans des choses comme ça, où on pourra ça. Toutes ces pratiques un peu, toutes ces pratiques à la marche ne seront plus tolérées à ce moment. Oui, alors, il est clair que tout ça, en théorie, c'est clair. Après, il faudra voir comment les communes vont réussir à accomplir les tâches qui leur seront attribuées, ensemble avec ce qu'on va voir tout de suite après. Mais peut-être juste un commentaire par rapport à la situation en Allemagne. Les Allemands sont un peu en avance. Ils avaient même le même problème avec leur impôt foncier. C'était un peu désuet. Hein. C'est le même système qu'à Luxembourg. Ça basait sur des informations anciennes. Et ils ont réformé l'impôt foncier, mais en Allemagne, on s'attend à une vague interminable de recours parce que la mécanique, à ce qui paraît, n'est pas bien pensée. Je n'ai pas vraiment analysé maintenant le système allemand, mais on s'attend à une vague, un déferlement de recours contre les fixations de l'impôt foncier en Allemagne parce que la mécanique, semble-t-il, n'a pas été bien pensée, donc elle risque d'être anticonstitutionnelle et que donc les Allemands ne sont pas sortis d'auberge. Donc, je pense que là, le Luxembourg fera bien de regarder un peu comment ça se passe en Allemagne pour ne pas pour tirer les enseignements peut-être. On a compris l'ancien texte chez eux. Le texte après de la guerre, on avait recopié les textes allemands et aujourd'hui, notre approche est un peu différente. Bon, il faut dire que l'approche du ministère de l'Intérieur d'aller vers de ressourcer les terrains avec en fait leur constructibilité, mais aussi de valoriser les terrains au niveau de l'impôt en fonction de leur constructibilité, peut-être plus adapté que c'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, il y a des petites communes qui ont moins d'activité économique du nord du pays qui vont avoir des impôts fonciers plus importants que des communes comme Strassen ou autres, où la commune a d'autres sources de revenus. Bon, à ce niveau-là, ça va rééquilibrer un peu les données et peut-être permettre quand même d'avoir un impôt aussi un peu plus juste. Évidemment, il faut dire ici, à l'époque où on avait réduit la TVA, on avait dit, mais pourquoi on fait rien sur l'impôt foncier? Parce que comment on va toucher 220 000 logements au lieu de toucher à chaque fois les 1509 et toujours taper sur le neuf? Quand on aurait pu faire un effort sur les répartis sur les 220 000 logements, bon, évidemment, maintenant on a reçu la TVA et on reçoit aussi encore l'impôt foncier. Il faut regarder. Bon, on va partir que l'impôt foncier va quand même être multiplié avec un facteur de plusieurs chiffres. Bon, minimum de 3, il va être multiplié. On part d'une base très, très basse, donc ça dépend de la commune, évidemment. Mais je pense que la logique, la mécanique qui est derrière, elle est compréhensible. Maintenant, on va voir comment ça va. Oui, c'est une réforme, mais c'est une réforme qui certainement est nécessaire. Parce que la situation actuelle n'est certainement pas conforme à la Constitution, parce que l'égalité des citoyens devant la loi, donc je pense que la réforme en tant que telle est absolument nécessaire. Seulement, il faut bien voir quelles sont les conséquences au niveau maintenant des données qui seront à la disposition des administrations. Donc, il faut de toute façon savoir que la loi ne pourra s'appliquer que quand on aura toutes les communes qui auront leur PAG suivant la nouvelle version. De toute façon, il reste quand même un certain nombre de communes qui ne l'ont pas encore fait. Donc, de toute façon, aussi longtemps qu'on n'aura pas assez PAG, il y aura des difficultés de mise en œuvre, ça c'est clair. On ne va pas pouvoir appliquer dans un contexte l'un et dans l'autre contexte l'autre. Donc, il faudra de toute façon encore regarder comment ça va se fonctionner. En termes d'impôt foncier, il y a évidemment encore la taxation des terrains vides.
un terrain qui est vide parce qu'on le laisse en friche, parce qu'on le laisse pour les Oui, c'est ce qu'on a vu là, l'impôt. Si par contre, en tant que professionnel, je dois attendre 15 ans pour avoir une autorisation pour pouvoir passer mon... c'est l'impôt à la mobilisation de terrain, ce qu'on a vu tout à l'heure. Évidemment, je suis en attente. Moi, où je suis en situation où le marché ne me permet pas de vendre un terrain qui est quand même en vente, mais bon, pour le moment, le marché ne permet pas de démarrer les constructions. Je pense que c'est à ce niveau-là. Il faut évidemment être vigilant et ça, c'est des avis sur celui qui voudra garder un terrain constructible pour ses enfants, il ne pourra plus le faire. Parce que c'est pas tout. Ça, c'est plus possible. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut construire sur le terrain et le louer. Encore faut-il avoir les moyens de construire. Bon, d'un autre côté, évidemment, si on continue à penser que dans le Luxembourg, on a une crise du logement, on a un besoin énorme au niveau du logement, il devient aussi il devient quasiment nécessaire pour que chaque terrain qui est déjà viabilisé puisse aussi être construit, quitte à trouver les moyens pour le mobiliser et dire, voilà, est-ce que maintenant il y a quelqu'un d'autre qui va construire dessus, il va avoir un bail emphytéotique pendant un certain temps, donc le propriétaire va récupérer son terrain, mais laisser des terrains, des lotissements en attente, c'est quand même pas la meilleure... Il faut que c'est une autre thématique qui qu'on ne va pas ensuite pour plusieurs raisons. Mais après, il y a pire que la taxe, il y a le Bauland Vertrag, alors c'est pas vraiment un Vertrag, c'est plutôt quelque chose, pour être très bref là-dessus, donc il y aura des servitudes, si c'est le projet de loi il passe tel que prévu actuellement, il y aura des servitudes qui, en résumé, vont forcer les communes à constamment mettre à jour et surveiller leur PAG, leur PAP. Pourquoi? Parce que vous avez une première servitude qui est la servitude de viabilisation, et la deuxième, c'est la servitude de construction. Donc, bref, si vous avez un terrain qui en principe est constructible et que soit il a, après la mise en œuvre de cette loi, qui n'existe pas encore, donc après la mise en œuvre de cette loi, va être reclassé dans une zone qui permet donc de construire du logement, ou alors un terrain à fond qui était déjà classé comme fonds constructible, un logement, mais où la commune décide volontairement de dire on met cette servitude dessus et tu dois donc viabiliser ce terrain dans les 6 ans, respectivement, construire après dans les 4 ans. Et donc, dans le premier cas, donc, le reclassement, c'est obligatoire, c'est une servitude qui est obligatoire. Le deuxième cas, c'est facultatif. La commune pourra décider même de mettre une servitude plus courte. Dans certains cas, et ça, c'était pas dans le projet de loi initial, dans certains cas où c'est motivé, ils peuvent donner également un délai plus long. Mais une fois sur le cas, il y aura des servitudes. À partir du moment que le terrain sera reclassé, par exemple, on va savoir obligatoirement, la commune devra suivre ces délais. Donc, encore une fois, donc, il y a des charges administratives pour les communes. Et alors, est-ce que les communes voudront faire usage de la faculté de le faire? Et alors, là, il y a des questions qu'on peut se poser, parce que le Conseil d'État avait une opposition formelle par rapport à ce système tel qu'il était là, parce qu'il dit, mais la commune a le libre choix de dire tel terrain, je mets une servitude, tel autre terrain, je ne mets pas. Donc, c'est arbitraire, ça risque d'ouvrir des portes à l'arbitraire, donc ça ne va pas. Donc, aujourd'hui, dans la refonte, on dit, voilà, on essaie de définir, donc, alors pour le créneau de temporaire de viabilisation, de dire, voilà, il faut que le fonds, s'il contribue à l'arrondissement ou à la densification du tissu urbain ou rural existant, à ce moment-là, il pourra être assorti d'une telle servitude. Est-ce que sa définition est suffisamment précise? Autre question, mais c'est clair que il y a une date butoir. Si je n'ai pas entamé les travaux de manière significative, alors quelle est la conséquence? Je retombe soit dans la zone dans laquelle le terrain se trouvait avant le reclassement, ou alors il va retomber dans une zone d'aménagement différé. Donc ça fait un peu peur. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais il y a aussi, il faut comprendre qu'ensuite, ces dates butoirs, une fois, si je suis dans la situation où la date butoir est ratée, alors il y a le bourgmestre à ce moment-là qui doit m'écrire, mais uniquement pour autant qu'il a mon adresse. S'il n'y a pas mon adresse, je ne saurais même peut-être pas ce qui est en train de me tomber dessus.
Et donc, la commune devra mettre à jour son PAG pour reclasser le terrain. Et ensuite, le terrain ne pourra plus être reclassé pendant une durée de 6 ans. Et question qu'on peut se poser là aussi, c'est un peu l'épée de Damoclès. Donc, parce que bon, on sait tous que la durée de développement d'un projet, la durée de construction, c'est pas toujours quelque chose qui est facile à gérer. Et donc, alors l'impact de ces servitudes et du risque du non-respect d'une date butoir, quel est l'impact sur la valeur hypothécaire d'un terrain? Je suis le financier, je suis le banquier, je me dis, on vient un terrain, je vais financer l'acquisition, je finance un projet, j'ai une hypothèque sur le terrain, mais là, tout à coup, j'ai un risque, ce terrain pourrait retomber en zone verte ou je sais pas quoi, hein, en tout cas dans une zone non constructible. Quel est l'impact? Quel est comment je vais voir ce risque? Hein, alors, et donc, par la suite, quel est l'impact sur l'accès des promoteurs au financement? Parce que là, j'ai une garantie qui est quand même, si j'ai ce type de servitude, la garantie que m'offre le terrain que je vais acquérir, ce risque ne va certainement pas augmenter sa valeur. Hein, l'impact sur les propriétaires, c'est clair, parce que les propriétaires vont dire, je ne peux plus garder mon terrain pour mes enfants, parce que je vais être forcé, s'il est reclassé, respectivement, si la commune me met une servitude, mais je vais devoir le vendre. Ou alors construire moi-même. Alors, est-ce que j'ai les moyens de construire? Mais je ne peux plus le garder pour la famille, je ne peux plus le garder tout simplement pour mon investissement. Je serai forcé effectivement à le vendre, mais c'est un peu l'effet voulu, mais c'est clair qu'il y a des gens que ça n'a pas arrangé. Quel sera l'impact pour les communes? Parce que là, c'est encore du boulot pour les communes. Hein. C'est quand même une charge administrative pour les communes de mettre à jour les PAG en fonction du nombre de terrains avec des servitudes. Ça risque de faire pas mal de travail. Parce que donc je ne sais pas si les communes voudront faire beaucoup d'usage de la faculté. Avec la pratique, si le bon lancer-trappe va être utilisé surtout pour les grands ensembles ou si on va le faire sur du parcellaire. Je n'imagine pas la faire sur du parcellaire. J'imagine plutôt que les communes vont opter pour des grands ensembles pour éviter ce qu'il y a eu quand même dans le passé, des grands ensembles qui ont été reclassés comme zone de logement ou zone constructibles qui n'ont jamais été utilisés et la commune n'arrive plus à les reclasser, elle se retrouve avec des zones inconstruites autour ou partiellement construites, peut-être aménagées, mais que partiellement construites. Et elle se retrouve dans une situation viabilisée, mais partiellement. Parce que faut regarder si la commune veut reclasser le terrain dans une zone inférieure, évidemment, elle doit en payer le prix. Ça ici, avec le bol, en fait, évidemment, ça peut éviter ce risque. Il faut évidemment veiller à ce que tous les contraintes qu'on a au niveau du développement, qu'on ne peut pas en plein développement se voir requalifier son terrain, bien que toutes les actions sont prises pour le viabiliser, mais que simplement en fonction des procédures connaissant au Luxembourg que le terrain ne pourra pas être viabilisé dans le délai prévu par la reclassation. C'est évidemment un risque juridique sur lequel il faut faire attention au niveau de l'avis aussi, de veiller à ce que dans les avis, on y fasse vraiment, on fasse très attention sur les formulations qui ont été prises en texte. Je me suis laissé dire qu'en Allemagne, le Baugebot n'a pas eu l'effet escompté. C'est quelque chose qui existe en Allemagne, d'une forme un peu différente, mais il semblerait que ça n'a pas eu l'effet escompté. Et c'est un peu tombé aux oubliettes. Je ne sais pas. Nous, on a les grandes fonds des PAG ont été faits. Moi, je ne m'attends pas à ce que les PAG vont être grandement formés sur les minimum 6 à 10 prochaines années. Donc, c'est de toute façon quelque chose qui, on parle du futur. Ce n'est pas quelque chose qui sera imminent. Ensuite, donc, juste pour compléter, donc, les acteurs étatiques et l'État et les acteurs communaux ne seront pas soumis à ces servitudes. Donc, ils auront tout le temps qu'ils veulent pour réaliser un projet, pour viabiliser, etc. Donc, ça s'appliquera que au privé. Oui, ça c'est là où on se pose toutes les questions sur la constitutionnalité de ces textes. Parce qu'il n'y a aucune raison pourquoi un promoteur public ne serait pas soumis aux mêmes obligations de réaliser son PAG dans un délai qui est imposé par... Moi, le problème que je vois, c'est un peu effectivement le financement des petits promoteurs ou des propriétaires qui veulent financer eux-mêmes. Parce que la banque va leur dire, écoutez, est-ce que vous avez d'autres garanties? Parce que le terrain, c'est bien beau, je prends une hypothèque, mais si après, il est reclassé en zone non constructible, grosso modo, la valeur hypothécaire de ce terrain, elle va être minime. Donc, en réalité, je pense que la vraie conséquence risque d'être que
ce n'est que les très gros promoteurs qui ont suffisamment de garanties tangibles autres que le terrain en question vont encore être en mesure de financer un projet. Les petits qui vont devoir avoir recours à la valeur du terrain pour garantir leur financement, je ne sais pas quelle sera l'approche des financiers, des banques et des financiers par rapport à ça. Peut-être qu'on va retourner au système, mais c'est un risque réel si on achète un terrain et qu'on paye et qu'on fait son acte et qu'après il est réqualifié. Oui, ça limite l'accès de certains acteurs. Un vrai risque économique, c'est très difficile de pouvoir apprécier, aussi apprécier financièrement. Donc, je pense que c'est au propriétaire à ce moment-là de garder le risque de la réclassification du terrain et qu'éventuellement on va. Pour ce type de terrain, il faut retourner à la solution où on n'achètera que quand les autorisations seront disponibles. Ce risque a finalement, définitivement été résolu ou enlevé. Alors, le remembrement urbain, je ne vais pas en parler. Ça, c'est un détail on verra comment ça fonctionne dans la pratique. C'est une bonne chose si ça vient. Les baux commerciaux, ça, c'est juste parce que ça pourrait intéresser ceux qui font des baux commerciaux. Il y avait une disposition dans le Code civil qui dit que je ne peux sous-louer si j'ai un bail commercial, en tant que locataire, je ne peux sous-louer à un prix supérieur au prix que je paie moi-même à mon bailleur. Donc, il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui a déclaré que cette disposition n'est pas constitutionnelle et que dorénavant, il faudra jusqu'à une modification de la loi que le preneur, il pourra sous-louer il pourra défalquer ses frais et faire un bénéfice raisonnable. À voir qu'est-ce qui va être décidé comme étant un bénéfice raisonnable. Et voilà, nous avons déjà passé en revue cette partie-là. Donc, maintenant, je me tais. Voilà, et si jamais on a rédigé un article sur ce sujet, si vous voulez rentrer un petit peu plus dans le détail. Et donc, maintenant, avant de passer à la présentation de Paolo Maggiorin sur les questions énergétiques pour les immeubles, juste un petit rappel pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Si vous avez des questions, idéalement, utilisez les questions, puisque c'est là où on les utilisera pour à la fin, en bas à droite de votre écran, plutôt que le chat est plus pour échanger un peu entre vous. Donc, je laisse la parole à Paolo pour passer vos slides. Peut-être vous. Je te préviens à chaque fois. Ok, voilà. Très bien. Bon, je vais évoquer donc l'installation des bornes électriques dans les immeubles et plus particulièrement dans les copropriétés. On avait maintenant un sujet très passionnant qui nous a pris 45 à 50 minutes. Donc, je vais essayer d'être le plus bref possible pour qu'on puisse respecter le timing qui vous a été proposé. Alors, on va fixer le contexte. Donc, le Luxembourg a engagé une politique volontariste en termes de transition énergétique et donc de lutte contre le changement climatique. Un des axes majeurs consiste à diminuer les émissions de CO2 au niveau des logements. Et pour cela, il y a des aides, moins de consommer d'énergie fossile, isolée, etc. Et un autre est de favoriser les nouvelles mobilités moins polluantes, donc nos chers véhicules. Le développement de l'installation de bornes de charge dans les immeubles est un des outils pour y parvenir. On peut passer peut-être au slide suivant. Alors, quelques avantages en 3 points. Les avantages des bornes de recharge dans les immeubles. 1, c'est pratique. C'est-à-dire, je m'explique, le chargement direct de son véhicule sans se soucier de trouver un point de recharge, parce que pour tous ceux qui roulent en voiture électrique de temps en temps, malheureusement, il y a encore quelques soucis pour trouver un point de recharge. Donc, si on a dans l'immeuble, on élimine ce point. Point numéro 2, chargement durant la nuit, donc pour une utilisation dès le lendemain. En deuxième point, c'est économique. On maîtrise la consommation de son véhicule et on a des aides de l'État pour le financement de l'installation. On va y revenir tout à l'heure, un peu plus tard, et on verra les aides qui sont prévues par l'État. Et 3, donc c'est sécurité. Une borne de recharge chez soi est toujours plus sûre et un bon installateur aidera à choisir la borne adaptée au véhicule. Suivant. Donc, je propose de passer tout de suite au prochain.
qu'on a encore quand même quelques détails à voir. Donc, la démarche globale en vue d'une installation de borne. Très souvent, par expérience et dans les assemblées générales, les copropriétaires ne savent pas exactement quelle est la procédure à lancer pour justement faire cette demande d'installation de charge électrique, de bornes de charge électrique, tout à fait. Et donc là, on a essayé de détailler cela en 7 points. Donc, premier point, c'est ou les copropriétaires. On peut être seul ou plusieurs, intéressés, respectivement le syndic, s'informe sur la faisabilité. Déjà, il faut voir si c'est possible de faire installer des bornes électriques dans un immeuble. S'informe sur la faisabilité de l'installation d'une ou plusieurs bornes, respectivement, le cas échéant, d'un système de recharge intelligent intégré. De nouveau, je reviendrai un peu plus tard sur la différence entre le système de recharge intelligent et l'intégré. Dans ce cas, dans le cas d'une location, une demande pour l'installation d'une borne de charge doit obligatoirement se faire par l'intermédiaire du propriétaire. C'est-à-dire que le locataire ne peut pas faire cette demande en direct au syndic ou le locataire ne peut pas faire la démarche auprès des différents prestataires sur le marché au Luxembourg. Point numéro 2. Le ou les copropriétaires, c'est-à-dire demandent l'autorisation de l'Assemblée générale du syndicat des copropriétaires pour installer, seul ou ensemble, une des bornes de charge. Une initiative commune des copropriétaires respectifs est tout à fait possible et souhaitable. Dans la pratique, très souvent, on a un immeuble de 10 ou 15 ou 20 ou 30 copropriétaires et de plus en plus, donc, on constate que il y a une forte demande pour l'installation de bornes et il faut que cette demande passe par le syndic et dans l'idéal que ce soit fait directement lors d'une assemblée générale. Donc, et en demande commune et pas en demande individuelle. Point numéro 3, donc l'Assemblée générale décide de l'installation des bornes et donne, en cas de vote favorable, l'autorisation pour l'installation. Petite remarque à ce sujet, il n'y a pas longtemps, il y avait, donc la loi prévoyait qu'il fallait la double majorité pour pouvoir installer des bornes électriques. Entre-temps, ça a été changé et donc la simple majorité suffit. Pour ceux qui sont un peu connaisseurs, il faut 501 millième donc 501 sur 1000 qui acceptent l'installation des bornes électriques. Avant, il fallait 3/4. Donc, ça facilite la décision. Ce qui bloquait d'ailleurs très souvent lorsqu'on avait 1 ou 2 ou 3 copropriétaires qui avaient des voitures électriques qui souhaitaient justement faire cette installation. Si déjà 3/4 des propriétaires n'étaient pas présents, eh bien la décision ne pouvait pas être prise. Et malheureusement, on constate que très souvent le quorum de 3/4 n'est pas atteint. Et c'était une très bonne chose que l'État ait voté cette nouvelle loi de réduire le quorum à uniquement la majorité des copropriétaires. Sur le slide suivant. Donc, le point numéro 4, le syndic veille à ce que l'installation soit conforme aux décisions prises par l'Assemblée générale et que leur utilisation ultérieure ne vole pas le règlement de copropriété. Ça, c'est la base de voir si effectivement l'installation est légal et possible. Et point numéro 5, le ou les copropriétaires en question se chargent seuls ou conjointement de l'installation des bornes. Donc, ce n'est pas au syndic de se charger de cette installation et des démarches nécessaires, c'est aux copropriétaires concernés. C'est-à-dire que l'Assemblée générale donne uniquement l'autorisation aux copropriétaires concernés et intéressés à faire cette installation, mais par la suite, c'est à la personne concernée de faire les démarches nécessaires, que ce soit maintenant auprès du prestataire, auprès de l'État, auprès de l'installateur, etc. Et point numéro 6, donc l'électricien qualifié demande l'autorisation de l'installation auprès du gestionnaire de réseau et réalise les travaux autorisés. Il y a certaines sociétés qui sont agréées pour cela. On ne peut pas prendre
tout et n'importe quoi, ou n'importe quelle société. Donc, il y a des sociétés spécifiques qui ont l'agrément pour cela et il faut absolument passer par une de ces sociétés. Alors, point numéro, on vient aux aides. Les bornes de recharge dans les immeubles. Donc, vous avez deux types de bornes possibles. Vous avez les bornes simples. On se gare et on se branche, hein, tout simplement. Et donc, une borne simple, c'est-à-dire vous avez, imaginons votre emplacement de parking dans la résidence ou dans la copropriété. Vous avez reçu l'accord, vous avez fait les démarches, vous avez reçu l'accord, etc. Et on vous autorise à installer une seule borne sur votre emplacement de parking. Donc ça, c'est la borne simple. Ensuite, vous avez les bornes dites intelligentes, qui sont des bornes évolutives et capables de s'adapter à la puissance nécessaire au nombre de véhicules branchés. Aujourd'hui, malheureusement, en théorie, et idéalement, il faudrait qu'il y ait assez de puissance. Donc, on prend un exemple d'un bâtiment de 20 ou 30 logements. Et idéalement, il faudrait qu'il y ait assez de puissance pour pouvoir alimenter ces 30 emplacements de parking dans la résidence au niveau électrique. Malheureusement, dans la pratique, ce n'est pas possible. Donc, il faut un système intelligent qui répartit et qui divise, si vous voulez, l'énergie disponible dans l'immeuble. Donc, pour cela, il faut des bornes intelligentes. Il y a quelques solutions déjà sur le marché. J'entends souvent, oui, mais est-ce que ça existe déjà sur le marché? Oui, cela existe et il faut tout simplement se renseigner. Il y a quelques acteurs qui ont des solutions all-in-one et qui sont tout à fait fonctionnelles et légales. Voilà. Le point numéro 2, donc les aides de l'État. Si vous installez donc des bornes électriques, il faut qu'il y ait au moins 4 emplacements qui soient équipés. Donc, dans les 4 emplacements, il faut prévoir, vous avez une réduction de 50% du prix d'acquisition hors TVA, jusqu'à un seuil maximum de 1 200 € pour chaque borne intelligente. Et l'État a également prévu un montant supérieur, donc de 1 650 € pour une borne intégrée dans un système de gestion de charges intelligents collectifs. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les bornes dites intelligentes. Voilà, nous avons encore 2 slides. Les bornes de recharge dans les immeubles, donc vous avez de nouveau les aides de l'État, les conditions d'éligibilité, donc uniquement pour les personnes physiques donc les personnes morales, les sociétés ne sont pas éligibles à cette aide. Et en tant que locataire ou propriétaire ou représenté par le syndic. Donc, Monsieur Scheuren, si vous êtes propriétaire dans une résidence et vous avez votre place de parking équipée d'une borne électrique, vous pouvez avoir une aide, mais si votre société fait cette demande, elle ne pourra pas en bénéficier. J'essaie de prendre un cas concret. Donc, nous avons un deuxième point, donc la borne de charge neuve, il faut qu'elle soit neuve, et que la charge soit intervenue entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2023, sur 3 ans, voilà. Puissance de charge maximale limitée à 11 kWh et installée par un électricien agréé. Ce sont des conditions obligatoires. Forcément, il faut que l'installation de la borne se fasse sur l'emplacement et le territoire luxembourgeois. L'État ne va pas financer des installations dans nos pays voisins. Si vous habitez à l'étranger, l'État ne participera pas. Et un seul emplacement par logement ou local professionnel. Je m'explique, un seul emplacement, c'est-à-dire, imaginons, certaines personnes peuvent avoir un logement et 2 parkings, ou 3. Et se dire, tiens, je souhaite installer une borne sur chaque parking. Ça, ce n'est pas possible. La borne sera uniquement autorisée pour un seul parking. Au propriétaire ensuite, justement, de faire le dispatching de cette énergie et de cette charge.
Autorisé ou subventionné? Subventionné. Ouais. Point numéro 9, donc les prescriptions des raccordements. Nous avons il faut l'établissement d'une connexion de données de stations de charge individuelles pour la gestion de la charge. Il faut forcément acheminer le câblage via une zone générale du bâtiment en tenant compte des ouvertures des murs et des cloisonnements par feu à franchir, ce qui parfois n'est pas chose aisée parce que vous avez, dans les bâtiments dernièrement construits ou les dernières années, il y a le resserrage coupe-feu, donc c'est les sécurités anti-feu et donc qu'il faudra ensuite ouvrir pour faire passer le câblage, ce qui n'est pas toujours chose évidente, et refermer par après. Il y a une prise en compte de la lutte contre l'incendie, donc point très important. Prendre en compte les RIA, l'installation de sprinklers, etc. Il faudra absolument un contrôle et une validation par l'ITM, ce qui souvent les copropriétaires pensent effectivement, tiens, je vais juste faire une demande, respecter la procédure, mais dans la procédure, malheureusement, il y a le bureau de contrôle étatique qui doit encore valider cette installation et ça doit absolument passer par l'ITM. Et l'ITM peut ensuite imposer certaines restrictions. La charge totale de toutes les bornes à une même adresse ne doit pas dépasser la puissance maximale autorisée, ce qui est normal. Et il est conseillé de procéder à l'installation d'un système smart charging ou similaire. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, répartition de l'énergie et également sa facturation par après. Et il est conseillé d'installer un compteur commun supplémentaire électromobilité. Donc, c'est des travaux à réaliser par un électricien autorisé. À ne pas, impossible de brancher donc, cette installation sur le compteur de la résidence ou de la copropriété. Le compteur ne tiendrait pas le coup, tout simplement. Et deuxièmement, de toute façon, vu que vous devez passer par un installateur agréé, il vous dira que ce n'est pas légal et que ce n'est pas possible et vous serez d'office forcé à installer un deuxième compteur électrique. Je vais vite passer là-dessus également. Donc, les nouvelles normes énergétiques pour les bâtiments. Point numéro 1, une nouvelle classe énergétique A+, c'est ce qui évolue par l'État, sur base volontaire permettant d'identifier et de renseigner un dépassement des exigences de la classe AA. Aujourd'hui, nous construisons des bâtiments de classe énergétique AA. On est en train à échéance 2030, de passer sur une classe énergétique A+. Le but, c'est quoi? C'est de maintenir les programmes de subvention existants pour le système de chauffage renouvelable et de s'orienter activement vers des bâtiments à 100% sans chauffage fossile. En point numéro 2, on prévoit un encadrement pour les bâtiments fonctionnels, c'est-à-dire à terme, les concepteurs promoteurs devront combiner la production de chaleur et de froid par un même équipement, à savoir la pompe à chaleur. D'ailleurs, de nos jours, les nouveaux bâtiments, on ne peut plus installer de chauffage au gaz ou autre, mais la pompe à chaleur est de rigueur. Cela permettra une optimisation des coûts également. Point numéro 3, l'accueil de l'électromobilité mieux anticipé. Des exigences minimales sont introduites concernant l'accueil de points de recharge pour le véhicule électrique ou hybride. Cela facilitera forcément la transition vers l'électromobilité et une réduction des coûts. Et en point numéro 11, voilà, j'ai essayé d'être bref et rapide et efficace. Et maintenant, les questions sont ouvertes. Mais tu as été parfaitement dans les temps. Voilà. Merci. Alors, on va effectivement passer donc, aux questions. La première que je vois, c'est est-ce qu'on pourra recevoir la présentation sous format électronique? C'est la question la plus fréquente, en fait. La question la plus fréquente, et a priori, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tout à fait. Alors voilà, on va peut-être pas prendre toutes les questions. Je ne sais pas, Mario, si vous
Voilà, la une là, pour Paolo. Hein. Quid pour l'assurance d'immeuble? Est-ce qu'une installation électrique aura un impact sur la prime, voire le contrat de l'assurance en cours? Oui, alors oui, tout à fait. Donc ça a été adapté depuis un an, voire un an et demi. Il faudra déclarer l'installation auprès de l'assurance de l'immeuble et forcément la prime, parce que le risque, qu'on le veuille ou pas, est quand même supérieur. Du moins, c'est ce que considèrent les compagnies d'assurance, d'avoir des véhicules électriques dans un sous-sol. On connaît tous, je pense, ou la plupart d'entre nous, on connaît l'histoire qui est arrivée au Rosegarten, qui aujourd'hui n'est pas encore résolue. Et donc, c'était pas une voiture électrique, mais tout le monde pense que c'était une voiture électrique. Résultat des courses, en tout cas, c'est que les assurances adaptent leurs primes. Effectivement. Pour les locataires, ils sont couverts ou pas? C'est toujours les propriétaires qui doivent demander. C'est le propriétaire qui est facturé. Hein. C'est l'assurance copropriété, donc imputable au propriétaire. Qui normalement sur les logements, pas sur le logement, sur les locations bureaux, hein, location commerciale, sera répercutée sur le locataire. Sur le locataire, tout à fait. Alors, une autre question. Sommes-nous certains qu'il y aura assez d'électricité à l'avenir pour faire fonctionner toutes ces banques? Mais nous, on est sûr de rien. Hein. Non, nous sommes en train de faire une enquête. Malheureusement, on n'a pas eu le temps pour la terminer, mais on est en train de travailler avec l'Automobile Club qui a fait une enquête auprès des artisans. Et on est en train de préparer cette même enquête auprès des résidences pour savoir où est-ce qu'on a de l'électromobilité, qui a des bons, qui n'a pas de bons, pour déjà chiffrer la situation. Mais c'est tout à fait clair. Aujourd'hui, le réseau ne permet pas une mobilité à 100% électrique. L'idée est évidemment qu'à l'avenir, les gens ne disposeront plus à 100% chacun de sa voiture personnelle, mais que ce sera un autre système alternatif qui sera proposé. En tout cas, si chacun veut sa voiture ou plusieurs voitures électriques, ça va être difficile de résoudre cela avec les réseaux actuels. Alors, autre question. Aujourd'hui, y a-t-il une limite en termes de pourcentage d'augmentation du loyer à bail d'habitation? Les 10% s'appliquent-ils déjà? J'ai entendu qu'il y a une jurisprudence sur le sujet. Alors, il n'y a pas de limite de 10% à l'heure actuelle. Et donc, il ne faut pas penser non plus qu'on a le droit automatiquement, en tant que propriétaire, d'augmenter le loyer tous les 2 ans, respectivement d'augmenter de 10%. Donc, on peut l'augmenter tous les 2 ans, mais on peut plutôt, pour être précis, on peut proposer de l'augmenter. Si le locataire n'est pas d'accord, à ce moment-là, il faudra saisir la commission des loyers et c'est la commission des loyers qui va fixer le loyer sur base, effectivement, du capital investi. Et cette période de 2 ans, donc, elle court toujours, disons, entre l'augmentation finalement acceptée ou actée. Il faudra attendre 2 ans jusqu'à la prochaine. Bon, maintenant, si je conclue un nouveau bail, un nouveau locataire, par exemple, dans un logement, voilà, cette période de 2 ans, elle finit avec la sortie du bailleur. Donc, je ne suis plus tenu par cette période de 2 ans, même si j'ai augmenté le loyer avec le locataire précédent il y a 6 mois. Je fais un nouveau bail avec un nouveau locataire, je peux réévaluer mon loyer. La limite, aujourd'hui, c'est qu'elle se rapporte par rapport à la valorisation de l'immeuble, de mon prix historique, disons, d'acquisition, si on veut, mon capital investi. Mais aujourd'hui, si j'achète un immeuble, donc il y a supposition dans la loi que c'est le prix que j'ai payé dans l'acte notarié qui, en fait, est mon investissement, et c'est là-dessus que je vais baser mon loyer, sauf si, bien entendu, le locataire saisit la commission des loyers qui constate que, en réalité, le prix que j'ai payé ne correspond pas au prix de marché, ce qui devrait être plutôt l'exception, mais théoriquement, ça pourrait arriver. Et donc, si je conclus un nouveau bail, ou lors de chaque augmentation, mais par contre, la limite, c'est actuellement la limite de 5% par rapport au capital investi. Non ?
Voilà, il y a beaucoup de questions. On ne va pas pouvoir toutes les prendre. Il est déjà 6h15. Peut-être, je ne sais pas si vous voulez conclure, Mario, Jean-Paul, Paulo, si vous avez un mot à dire aussi. On a vu plusieurs questions sur le partage des commissions. Évidemment, c'est un sujet qu'on a traité dans une autre séance plus longuement. Évidemment, c'est un sujet qui nous a pas, sur lequel on a trouvé des arguments, ou on a des arguments pour dire pourquoi c'est pas une bonne idée. Ici, c'est marqué, effectivement, ce n'est pas opportun de le faire en ce moment-ci où déjà la situation du secteur est assez précaire, et que introduire le partage de la commission va évidemment faire comme dans tous les pays. Ça a été le cas en France, ça a été le cas en Allemagne, qui ont déjà ces dispositions, que le propriétaire s'est retiré du marché pendant un certain temps en disant je le fais moi-même, alors si je dois payer une partie de la commission. Ils sont tous revenus après un certain temps, mais bon, dans une situation où aujourd'hui on sort Covid, ensuite on est passé à la crise de l'Ukraine, et aujourd'hui on est crise immobilière. Je ne pense pas que c'est un très bon moment pour lancer cette loi et ce partage de la commission, en espérant toujours que, moi, je suis de bonne augure, je suis un optimiste, que la loi ne passera plus avant les élections, et après les élections, on aura des nouveaux entraîneurs en place, et il faudra savoir dans quelle direction le gouvernement souhaitera aller. En tout cas, ce n'est pas le bon moment de faire, et c'est vrai que les risques qui sont adoptés ici sont bien réels. Voilà, merci à tous pour votre participation, à toutes et à tous. Vous étiez plus de 200 à nous avoir écoutés ce soir. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et à très bientôt. Merci, bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.